Alors, je voudrais citer une parole de militants, hein, de personnes vivant la grande précarité. Alors, faire de l'environnement une cause commune, c'est aussi lutter contre la violence, c'est lutter contre la stigmatisation des plus pauvres, qu'on condamne à vivre dans des bars HLM pourris, mal isolés, comme j'ai pu l'être, où j'avais des dépenses de chauffage pas possibles. On est une association multi-acteurs qui réunit des collectivités territoriales, des entreprises, des ONG, des services de l'État. Et donc notre objectif, c'est de créer des projets, des programmes concrets, de les financer et d'essayer d'en tirer des conclusions pour qu'on puisse développer et massifier la rénovation, notamment globale et performante, qui est une des solutions pour résoudre le problème de la précarité énergétique. La question de l'exclusion énergétique et de la précarité énergétique, évidemment qu'elle nous questionne tous. Je ne vois pas comment on peut être insensible à cette question, et Emmanuel Béard en parle magnifiquement dans ce spot. C'est une question qui est à la frontière, à l'intersection de deux politiques publiques dans lesquelles je suis vraiment engagée depuis longtemps. La lutte contre la pauvreté d'un côté, pour une vie digne, et le développement de la rénovation énergétique en général en France. On a déjà fait beaucoup et qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être partenaire du collectif Stop Exclusion Énergétique et de voir comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin. Pourquoi y a-t-il un tel écart entre l'importance objective de la lutte contre la précarité énergétique et au fond des gouvernants une société qui n'y accorde pas l'importance qu'il faudrait, mais les données disent un certain nombre de constats sur la façon dont les citoyens consommateurs voient la période qui commence. Premier élément, ils nous disent tout devient stable, donc il faut le retour du politique et de la souveraineté, même si c'est au détriment des libertés individuelles. Deuxième constat, l'énergie avec le confinement, la tech devient un bien essentiel qui n'est pas seulement un bien fonctionnel, mais qui est un bien de lien avec les autres. C'est-à-dire que l'effet du confinement sur le rapport par le numérique aux autres fait que l'accès à l'énergie, notamment l'énergie électrique, change les configurations et les représentations. Troisième élément, la consommation d'énergie, la maîtrise de l'énergie est vue essentiellement pour la majorité des consommateurs au travers de la question de la facture. Quatrième constat, l'écologie, un nouveau type de développement est attendu, et développement durable responsable, vous le savez, vous en êtes des acteurs, mais dont la sobriété attendue n'a de sens que si le politique trouve le bon équilibre entre le bon, le juste et l'efficace, de sorte que tout ça est à reposer. Sixièmement, les communs de la société, les biens et services essentiels doivent être redéfinis. On est devenu intelligent collectivement parce qu'on a su mettre des mots, les transformer dans des chiffres, et pas seulement dire il y a des gens qui sont en précarité énergétique, mais repérer ce que ça représentait comme population, qu'est-ce que ça représentait comme habitat, qu'est-ce que ça coûtait de sortir de précarité énergétique. Et l'ESS, l'investissement solidaire, les fonds à impact que mobilisent des acteurs et par exemple Schneider Electric peuvent permettre aujourd'hui de nous amener tous ensemble à pousser cette réalité, à montrer qu'il y a des solutions. Elles sont aussi techniques, elles sont culturelles certainement, mais elles sont aussi techniques, et probablement à faire en sorte de l'année qui vient, le succès, on peut le souhaiter pour les populations en question, mais en tous les cas, la capacité de voir exactement ce qu'on a à faire et d'en trouver les moyens. Ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est les réalisations concrètes. Moi, j'arrive à convaincre mes administrateurs. Alors déjà, le hasard a fait que les personnes que vous avez vues dans le clip, c'est des AG2R. Donc quand je passe ça en commission sociale, ça met tout le monde d'accord, parce qu'on ne peut pas ne pas être ému déjà par la situation de ces personnes. Et surtout, ils me disent, là, sur Assemblée solidaire, je crois qu'on va faire 60 réhabilitations. Alors, c'est peu à l'échelon du million, mais en tout cas, c'est concret. Donc on sait déjà qu'il y aura un impact à 100%, on sait très bien que ces personnes-là ne redemanderont plus une aide à l'économie d'énergie, sachant que notre métier aussi, c'est d'aider à l'accompagnement de la perte d'autonomie. Donc, on préfère adapter un logement plutôt que payer des factures d'aide d'énergie. L'alliance de nos 4 organisations
notre expérience, nos compétences, c'est certain, va permettre en tout cas de rendre accessible la rénovation énergétique à tous les publics. Voilà, donc ça a été fondamental en tout cas dans le choix de nous associer, de concevoir ensemble ce projet Ensemblier solidaire, qui est un projet qui propose vraiment des actions structurantes qui va nous permettre, c'est certain, d'atteindre plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer notre capacité d'intervention collective. Et ça, on le démontre aujourd'hui, c'est essentiel. Ensuite, c'est aussi de faire reconnaître les compétences de nos professionnels sur l'accompagnement socio-technique, puisque c'est un élément clé de la réussite de ces projets d'accompagnement des plus précaires sur ces projets de rénovation globale et performante. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur aux compagnons bâtisseurs, c'est de valoriser l'apport travail des habitants dans leurs projets de réhabilitation. Et l'apport travail, cette valorisation-là, c'est souvent la substitution d'un apport monétaire que ces personnes-là n'ont pas. Et ça leur permet vraiment d'une part d'être acteurs, je me répète, de leur projet, mais aussi d'enclencher quelque chose et de renforcer cette capacité d'agir extrêmement importante, en tout cas dans les projets d'inclusion. Et donc, le projet avec Stop Exclusion Énergétique, c'est d'utiliser toute cette expérience-là, et avec Enedis, en particulier sur la question énergétique, pour mobiliser chaque année 1000 jeunes que sur la question, comme ambassadeurs de la précarité énergétique, pour aller à la fois repérer par du porte-à-porte, par des animations en bas d'immeubles, sur les marchés, les personnes qui sont pour l'instant invisibles, qui sont en précarité, mais dont on ne sait pas qu'elles sont en précarité. C'est donc du repérage. C'est à la fois un premier niveau d'information sur les aides qui existent. En amont, on a parlé de MaPrimeRénov', en aval, les chèques énergie. Et voilà, un premier niveau d'information. De l'accompagnement dans l'usage, les recherches Internet, s'inscrire, avoir accès à voir de l'accompagnement vers les conseillers qui peuvent monter les dossiers, les conseillers FAIRE et tout le réseau des partenaires de l'ANA pour casser faire le premier pas, voilà, faire le premier. Donc les accompagner, y compris physiquement, pour qu'ils ouvrent des dossiers et qu'ils se lancent dans les démarches. Et évidemment rassurer, parce que des jeunes qui sont comme eux, qui vivent dans le même genre de famille, sont des très très bons ambassadeurs et parfois plus faciles d'accès que des professionnels. Et ça c'est intéressant, c'est pour ça qu'avec la Fondation Abbé Pierre, CATI, nous organisons avec des dizaines d'acteurs, dont Stop Exclusion, la journée de lutte contre la précarité énergétique le 10 novembre, où on appelle tous les acteurs, les citoyens, les élus locaux, à se mobiliser sur la question de la précarité énergétique, à organiser des débats, des sensibilisations, des porte-à-porte, des visites de chantier, des interventions dans les médias pour faire connaître ce chantier et faire en sorte qu'il soit prioritaire dans la vie des gens et puis dans la campagne présidentielle qui s'annonce. Donc, on est face à une urgence. Comme vous l'aviez dit, Madame la Ministre, on trouve que les planètes sont alignées. On est dans un écosystème constitué aujourd'hui qui va d'acteurs comme la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, à des opérateurs de terrain comme Dorémy, les compagnons bâtisseurs, le réseau Ecohabitat Solia, à des entreprises, à des agences comme le CEREMA, l'ADEME et autres, et l'ANA qui nous a rejoints en soutenant un projet. Bernard va en dire quelques mots. Voilà, donc maintenant la question c'est, les planètes sont alignées, on avance, on accélère. Effectivement, on est en capacité réellement de sortir des gens de la précarité énergétique. J'allais dire l'après-Covid. Malheureusement, on n'est pas dans l'après-Covid, mais en tout cas, probablement après les périodes de confinement. On voit l'importance retrouvée parfois pour certains du logement, de l'habitat qui protège, et cette qualité de vie qui est fondée sur le fait de vivre dans des très très bonnes conditions. La précarité énergétique est un enjeu, mais on va le résoudre tous ensemble, qu'on soit institution, entreprise, collectivité, ONG, etc.